Alors bonjour à tous, bon midi à tous, bienvenue au Cyrano. Je suis ravie de vous accueillir ce midi en fait en exclusivité pour vous présenter les sujets qui sont une priorité pour la société québécoise. Nous avons eu quelques couvertures de presse ce matin, alors ça a attiré certaines personnes à venir justement en savoir un petit peu plus, mais on va essayer de donner en tout cas une analyse des résultats du baromètre de l'édition 2018. Alors bienvenue à Cyrano pour ceux pour qui c'est la première fois. L'objectif évidemment de notre baromètre, c'est de pouvoir amener des données qui permettent de comprendre un petit peu mieux les préoccupations, les perceptions de la population du Québec concernant des enjeux de société. Donc on y va très large. Il y a déjà eu les 2 dernières semaines en fait des petits éléments du baromètre qui ont été divulgués concernant notamment le transport collectif et la mobilité durable, mais aussi l'intelligence artificielle et l'impact sur l'emploi. On va vous reprendre en fait certains de ces résultats aussi dans la présentation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un panorama beaucoup plus large en fait de tous ces éléments-là. Donc, d'une façon générale, Cyrano, depuis 2011, en fait, publie un baromètre Cyrano qui nous permet finalement d'avoir une idée assez précise des déterminants de l'acceptabilité sociale de la population du Québec sur des grands enjeux de société, comme je le disais. Donc, ça peut toucher à la fois la santé, l'environnement, l'innovation, la sécurité, les infrastructures, l'économie. Donc, des sujets pour lesquels, évidemment, on aime savoir quel est le niveau de risque perçu par la population, quel est le niveau de bénéfice perçu, quels sont le niveau de confiance qu'on a dans les autorités publiques pour la gestion de ces enjeux-là, où la population va s'informer en fait pour pouvoir se forger leur opinion et finalement comment on peut répondre au niveau de l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on est favorable à ce projet-là ou à cette décision publique ou est-ce qu'on est plutôt contre? Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez unique en fait, puisque c'est le seul baromètre qui traite d'autant d'enjeux. On focus évidemment dans certains cas sur certains sujets, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a dans le temps et qui permet finalement de regarder les tendances aussi depuis 2011. Donc la première enquête avait été effectuée en 2011. À chaque fois, on utilise un échantillon représentatif de la population du Québec. C'est environ 1000 répondants par cohorte. Alors, ce n'est pas des données de panel, c'est vraiment à chaque fois un échantillon différent, mais représentatif de la population. Et on a des enquêtes donc générales qui reprennent tous les mêmes enjeux. Et nous avons quelques enquêtes thématiques que nous faisons en fait au moment où il y a des enjeux particuliers. Je disais tout à l'heure, on parlait de l'intelligence artificielle, de l'impact sur l'emploi. Là, on sait qu'il y a une préoccupation. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Donc, nous avons en fait fait une enquête spécifique. On a fait à un moment donné une enquête spécifique énergie, changement climatique, quand il y avait eu l'accord de libre-échange avec le Canada entre le Canada et l'Union européenne. On avait regardé aussi quelle était la perception qu'avaient les Québécois, tout ce qui était sur le transport des matières dangereuses. Donc, à chaque fois qu'il y a un enjeu plus spécifique, on est aussi capable d'aller chercher des données. Alors, ça nous aide évidemment aussi dans nos recherches, à prioriser les recherches, à prioriser en fait les enjeux que peuvent avoir à la fois les municipalités au niveau du gouvernement provincial, puis après, évidemment, s'il y a des enjeux qui touchent plus le fédéral, de regarder aussi comment on peut intervenir en fait avec des données probantes. D'une façon générale, donc là, les données qu'on dévoile pour 2018 ont été basées sur une enquête qui a été faite auprès de la population entre le 5 et le 10 avril 2018. Nous avons à peu près 1013 répondants représentatifs de la population du Québec. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on pondère notre échantillon pour être sûr d'avoir une représentativité de notre échantillon. L'autre élément important, on va le voir, il y a souvent des réponses qui varient en fait. On va vous donner des réponses moyennes, évidemment de l'échantillon global. Parfois, on a des différences en fait qui vont être par répondant au niveau peut-être du sexe de la personne qui va répondre, au niveau de l'âge. On va le voir qu'il y a peut-être des choix ou des différences en fait dans la perception au niveau des générations. Région d'habitation, Montréal versus les autres régions, par exemple. La langue maternelle, donc évidemment, on a une population francophone, anglophone, allophone. C'est intéressant de regarder en fait les différences qu'il peut y avoir dans les perceptions, le revenu, la scolarité, l'occupation. Donc en fait, ce sont toutes des variables qui vont peut-être nous permettre d'expliquer dans certains cas certaines différences et qui vont finalement permettre aussi d'expliquer, par exemple, s'il y a une surestimation de certains risques par une partie de la population, de pouvoir après avoir peut-être une sensibilisation plus ciblée envers ces populations-là en particulier, ou alors d'éduquer. En tout cas, on va voir qu'il y a plusieurs éléments qui pourraient jouer. Donc, en 2018, les préoccupations des Québécois, on va le voir, mais finalement, on est toujours il y a une tendance. Alors, je le dis tout à l'heure, c'est depuis 2011, donc ça commence à faire 7 ans en fait qu'on fait cette enquête auprès de la population. En fait, les 3 catégories de risques les plus préoccupantes qui sont toujours considérées finalement, c'est toujours les mêmes. Donc, parce que évidemment, ce qu'on leur demande, c'est quelles sont les 2 principales préoccupations. Donc, finalement, dans le top 2 sur un ensemble, même si vous êtes un peu préoccupé par la technologie ou un peu préoccupé par le transport, celles qui sont les 2 plus préoccupantes, finalement, arrivent toujours en étant le système de santé et les risques économiques et financiers.
avec le risque environnemental. Donc là, ce sont des préoccupations au niveau personnel, pour la personne en fait en tant que telle. Et donc, on a une certaine stabilité finalement au niveau des réponses par rapport à ça. Si on regarde de façon plus particulière, donc au niveau des catégories, les 10 catégories, grandes catégories que nous avons, en fait, ce qu'on regarde, c'est que même si la préoccupation majeure est encore le système de santé, on voit qu'il y a une baisse finalement dans ceux qui l'ont classé parmi les 2 préoccupantes. Donc, ce qui est important de voir, c'est que quand on a une baisse de 1%, c'est vraiment des gens qui ne l'ont pas classé dans leurs 2 préoccupations maximales. Donc, c'est fort comme impact, en fait, par rapport à ça. Et du coup, évidemment, comme ils devaient en classer 2, s'il y a une catégorie qui baisse, il y a obligatoirement une autre catégorie qui va augmenter, en fait, parce qu'ils vont choisir une autre catégorie parmi les 2 plus importantes. Et donc, ce que l'on voit, en fait, c'est que finalement, le système de santé, c'était 41% qu'il avait classé parmi les 2 plus préoccupantes pour la personne, contre 44% en 2007, donc une baisse de 3%. Et quand on regarde, en fait, donc maintenant, égalité avec les risques économiques et financiers. Et quand on regarde, finalement, il y a une hausse, en fait, de 2 types de risques qui sont reliés aux innovations technologiques et aux risques technologiques. Donc là, vous voyez, et important encore, classé parmi les 2 plus préoccupants. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont classé ces éléments-là. Quand on regarde plus en particulier, c'est quoi, en fait, qui fait que ces catégories-là, puis David après parlera des catégories en particulier, mais qui regardent, en fait, finalement, pourquoi il y a une proportion des Québécois qui sont plus préoccupés par l'innovation technologique. On va le voir plus tard, c'est la confidentialité des données qui est surtout remontée. Donc, tous les enjeux reliés finalement à tout ce qui est données et confidentialité des données qui semblent préoccuper la population. Donc, comme c'est compris dans l'innovation, évidemment, c'est ça qui remonte. Et tout ce qui est relié aux cyberattaques et vols d'identité. Ça, ce sont des éléments, en fait, qui ont augmenté et qui montrent que finalement, d'une façon générale, si ça vous préoccupe beaucoup, quelque part, vous êtes prêt à mettre ce risque-là comme un risque très élevé. Et au niveau, en fait, des risques technologiques, là, on est dans des risques plus traditionnels, transport de matières dangereuses, produits chimiques, risques chimiques. Là, on s'est rendu compte que finalement, tout avait augmenté au niveau de tout ce qui concerne l'utilisation de produits chimiques et les sites d'enfouissement des déchets. Donc là, ces 2 catégories-là ont notamment montré que le niveau de risque a augmenté, le niveau de confiance a diminué et l'acceptabilité sociale a diminué. Donc, ce que ça veut dire, évidemment, quand on parle d'acceptabilité sociale, je l'ai dit au début, c'est le niveau de risque perçu, le niveau des bénéfices perçus, et puis après le niveau de confiance dans le gouvernement qui va amener à être favorable ou pas, ou contre un projet, ou opposé, ou très inquiet. Et là, on voit, en fait, finalement, c'est ça qui expliquerait ces transferts, finalement, parmi les grandes catégories de risques. Quand on regarde, évidemment, maintenant au niveau collectif, donc pour le Québec en général, donc on voit qu'il y a un petit peu des différences. Alors là aussi, dans les années, il y a en fait une certaine stabilité dans les résultats au niveau des 2 préoccupants, plus les gens en ont choisi 2 parmi ceux-là. Le système de santé, l'environnement, les infrastructures de transport restent cette année encore parmi les 2 plus préoccupantes pour la population du Québec. Donc, on voit évidemment que là, il y a une différence parce qu'on parle au niveau collectif, donc les infrastructures de transport, c'est quelque chose qui est évalué plus au niveau collectif par rapport, dans le cas des indications personnelles, les risques économiques. Donc là, c'est pareil, quand on regarde ce qui se passe d'une façon globale, ce qu'on se rend compte, en fait, d'une façon générale, donc les risques liés au système de santé et à l'innovation, ce sont ceux qui ont le pourcentage de personnes le plus important, pour lesquelles c'est les 2 catégories les plus importantes. Et là, on a, comme je vous dis, obligatoirement des transferts entre les choix. On a une baisse au niveau de la préoccupation pour les risques économiques, financiers et les risques liés à la gestion des projets publics. Et on a une hausse assez importante au niveau des risques naturels. Donc, quand on regarde, par exemple, tout ce qui est, je vais revenir sur économique et financier, mais sur gestion des projets publics, en fait, là, par exemple, on a une baisse des préoccupations, notamment relatives à la corruption. Ça reste quand même très élevé, on va le voir, en fait, ça reste quand même quelque chose très élevé. Alors, quand c'est apparu, ce risque-là, dans l'ensemble de nos préoccupations, c'était un risque élevé parce qu'on était au niveau des grands scandales, la commission Charbonneau et tout ça, donc c'était très présent dans les médias, c'est de moins en moins. On a quelques informations, mais ça reste quand même très élevé, en fait, dans les préoccupations au niveau des Québécois. En revanche, il y a quand même une baisse significative qui expliquerait finalement que ces 2 risques-là ont été diminués. Et on a une hausse très importante, en fait, parmi les 2 catégories les plus préoccupantes pour la personne, finalement, au niveau des risques naturels. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est que la question, c'est, compte tenu des 2 épisodes d'inondation majeures qu'il y a eu depuis le dernier baromètre, évidemment, c'est ce qui peut expliquer ces différences-là. Et quand on parle, c'est 11% à 15% qui ont été augmentés, mais quand on regarde plus en détail, ce qu'on voit, en fait, c'est 37% qui ont dit que c'était un risque grand ou très grand, alors qu'en 2016, c'est 12%. C'est 16% de la population qui
considère qu'il y a seulement une confiance élevée par rapport à 34% en 2016. Donc, augmentation du risque perçu et une baisse de niveau de confiance dans les autorités pour gérer ces risques-là. Donc, évidemment, on comprend pourquoi les risques naturels sont en train d'augmenter. On va le voir après, évidemment, dans les enjeux. C'est un petit peu différent, là, mais ça permet de comprendre les transferts de risques entre les différents éléments. Alors, je ne sais pas pour lire, mais c'est juste pour vous montrer que là, on vous donne quelques exemples à titre indicatif. Il y a 47 enjeux de société qui ont été décortiqués de la même façon. À chaque fois, évidemment, on va aller regarder aussi quelles sont les différences, parce que là, je vous parle d'une moyenne, quelles sont les différences en fonction, évidemment, des répondants, quels sont ceux qui vont augmenter, ceux qui vont diminuer. Donc, vous voyez là, d'une façon générale, on essaie de regarder quels sont ceux qui augmentent, quels sont ceux qui diminuent. On parle tout en haut de l'engorgement des urgences, à tout en bas avec les tremblements de terre et les risques reliés à cette situation au niveau de l'énergie. Donc, on va regarder en détail tous ces éléments-là. Donc, on va s'arrêter maintenant sur 8 grands sujets de société. Je vais passer la parole à Ingrid qui va vous présenter finalement les grands sujets sur lesquels on pense qu'il y a une importance. On est à l'aube, évidemment, des élections provinciales. Donc, c'est des sujets pour lesquels il y a beaucoup de discussions dans les médias. Ce qu'on voulait amener, évidemment, avec les résultats du baromètre Cyrano, c'était des données et essayer d'analyser ces données, évidemment, de façon très factuelle, en regardant en fonction, évidemment, la perception versus la réalité, aussi par rapport aux études qui existent, qui ont été, qui pourraient alimenter finalement à la fois les débats et les discussions dans ces différents sujets. Donc, on a choisi ceux qui ressortaient, on l'a vu par rapport aux préoccupations majeures, la santé, l'éducation, l'économie, l'immigration, l'environnement, les infrastructures de transport. Et nos deux sujets, en fait, un peu plus d'actualité par rapport finalement aux données actuelles, la mobilité durable et tout ce qui est les questions de transport collectif et l'intelligence artificielle. Donc, on va présenter ces différents éléments plus en détail pour que vous ayez un petit peu des sujets plus généraux, en fait, plus détaillés que ce que je viens de vous montrer. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puis de regarder un peu plus précisément pour chacun de ces enjeux-là, de ces 8 grands enjeux. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des caractéristiques sociodémographiques? Est-ce qu'il y a des différences dans le temps, dans l'évolution des préoccupations? Donc, regardons tout de suite la santé. On l'a dit tout à l'heure, Nathalie, depuis 2011, ça reste la première préoccupation des Québécois, tant au niveau collectif que individuel, personnel. Et ça se reflète en fait dans les différents enjeux qui peuvent caractériser la santé, à savoir l'engorgement dans les urgences et l'accès à un médecin de famille. Donc on voit que pour l'engorgement dans les urgences, le niveau de risque perçu a augmenté depuis 2016. Au niveau de la difficulté d'accès à un médecin de famille, ça s'est stabilisé. Ça reste quand même des pourcentages, des proportions de la population assez élevées, donc qui perçoivent un risque grand ou très grand pour ces deux enjeux-là. Et dans le même esprit, on voit que le niveau de confiance a diminué, quel que soit l'enjeu. Donc, que ce soit l'engorgement des urgences, l'accès à un médecin de famille, les infections dans les hôpitaux, on voit que la confiance dans le gouvernement pour gérer ces enjeux-là a tendance à diminuer depuis 2016. Par contre, un élément intéressant, quand on regarde l'évolution depuis 2011 sur les statistiques d'accès, en fait, les perceptions des Québécois sur l'accès à un médecin de famille, on voit que, donc c'est en bleu, vous avez les statistiques réelles, en fait, de la proportion de la population inscrite auprès d'un médecin de famille, qui sont des chiffres de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, on voit une augmentation, en fait, depuis 2011, de la proportion de la population qui a un médecin de famille. Et en rouge, on voit l'évolution des perceptions de la population. Donc, c'est la proportion des gens qui font un risque grand ou très grand, donc ça diminue d'année en année sur la même période de temps. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une concordance entre la réalité et les perceptions des Québécois. C'est encourageant, ça veut dire qu'il y a quand même, on voit que le système s'améliore et les perceptions vont dans ce sens-là aussi. Toutefois, c'est sûr que c'est positif dans ce sens-là. On voit qu'il y a une amélioration au Québec. Il y a encore des efforts à faire parce que quand on se compare avec les statistiques de l'OCDE, on est largement en dessous de la moyenne internationale et largement en dessous des moyennes au niveau des autres provinces canadiennes. Donc, il y a des améliorations. La population a tendance à voir ces améliorations-là, mais il y a encore place à l'amélioration. Si on regarde maintenant au niveau de l'éducation, là, on constate vraiment un certain optimisme de la part des Québécois. Ça ressort comme étant un enjeu globalement positif, en fait, en termes de perception. Pourquoi? Donc, on a deux enjeux, sous-enjeux, en fait, qui peuvent représenter l'éducation, l'accès à l'éducation universitaire et le décrochage scolaire. Pour ces deux enjeux, on voit que le niveau de risque perçu a diminué depuis 2016 et que le niveau de confiance perçu par la population dans le gouvernement pour gérer ces enjeux-là s'améliore. Donc, quand même de façon assez importante, quand on voit le niveau de risque
Par exemple, l'accès à l'éducation universitaire, il a chuté de 37%. Il était à 37% en 2016, il était à 28% en 2018. De la même façon, pour le décrochage, 49% de la population en 2016 percevait un risque grand ou très grand, on est maintenant à 40%. Donc, c'est quand même des baisses significatives et ça nous laisse supposer en fait qu'il y a quand même un certain optimisme et un positivisme par rapport à l'éducation au niveau du Québec. Un élément qui nous a interpellés, par exemple, quand on regarde, on disait pour chacun des répondants, on a une dizaine de caractéristiques sociodémographiques qui nous permettent de classifier ou de faire des différences en fonction des réponses des gens. Et ce qu'on remarque, en fait, on a regardé en fonction de la langue, le pourcentage de Québécois qui considéraient un grand risque pour l'accès à l'éducation universitaire versus ceux qui considéraient un grand risque pour le décrochage. Et là, on voit des grandes différences en fonction de la langue parlée. Le décrochage scolaire semble davantage inquiéter les francophones, 44% versus seulement 18% des allophones, 28% des anglophones, de façon significative. Et l'accès, par contre, a l'air d'inquiéter davantage les allophones. 51% perçoivent un risque grand ou très grand versus seulement 27% des francophones, 25% des anglophones. Et donc ça, ce que ça peut nous dire, c'est qu'il y a peut-être un message qu'il faut sensibiliser peut-être le gouvernement à adapter son message pour montrer que l'accès à l'université, c'est peut-être pas une grosse difficulté, c'est pas un frein, et peut-être justement adresser ce message-là. Peut-être que le message est adressé davantage en français, donc les francophones ont tendance à comprendre qu'il y a des aides du gouvernement pour l'accès à l'éducation universitaire, par exemple, qui ne sont pas pris en considération par les allophones. Donc c'est vraiment un message important qui nous semblait intéressant de souligner. Et à la fois pour le décrochage, on peut supposer que les allophones, une fois qu'ils sont rentrés dans le système, donc ils sont inquiets par rapport à l'accès, mais une fois qu'ils sont dans le système, pour eux, il n'y a plus de problématique par rapport au décrochage. Maintenant, l'économie, on l'a vu, ça reste quand même dans les préoccupations des Québécois, autant au niveau collectif qu'individuel. Par contre, on a constaté une certaine baisse au niveau collectif du niveau de préoccupation des Québécois. Ça se reflète effectivement quand on regarde tous les enjeux parmi nos 47 qui reflètent un petit peu l'économie. Donc, on a la hausse du coût de la vie, l'endettement des ménages, les revenus de retraite, la solvabilité des régimes de retraite, le chômage. Tous ces enjeux-là, le niveau de risque perçu par les Québécois a diminué par rapport à 2016. De diminuer assez drastiquement pour certains, de quelques points pour d'autres. On voit que le chômage a fait vraiment une chute de 46% à 26%. C'est normal, on est vraiment dans une situation de plein emploi, le chômage n'a jamais été aussi faible qu'actuellement, mais c'est vraiment des éléments qui sont ressentis, perçus par la population. Donc c'est rassurant également à cet égard-là. Encore là, pour le chômage, donc on le voit globalement, 26% des gens qui considèrent un risque grand ou très grand pour le chômage. Quand on rentre plus précisément, là, la caractéristique distinctive, c'est vraiment la région d'habitation de la population. Si on fait par grande région, donc on a Québec, région métropolitaine, Montréal, région métropolitaine, les autres régions, on voit que c'est vraiment la région de Québec qui sont les moins nombreux à percevoir un risque important pour le chômage, seulement 9% versus 26% au global et versus 30% pour la région de Montréal et 27% pour les autres régions. C'est quand même une différence assez significative. Ça serait intéressant d'aller voir est-ce que le type d'emploi dans la région de Québec est différent, est-ce qu'il pourrait expliquer ces perceptions. Et après, quand on va vraiment quand on considère les 17 régions du Québec, on voit là également des différences qui sont significatives dans la perception. Donc, Montréal, tout seul, hors région métropolitaine, 34% qui perçoivent un risque grand ou très grand. Donc, ça, c'est les 4 régions qui perçoivent en fait un risque plus élevé pour le chômage que la moyenne des répondants. Le Bas-Saint-Laurent, 33%, la Mauricie, 32% et la Naudière, 30%. Donc, pour ces régions-là, ce serait intéressant encore là d'aller voir c'est quoi le type d'industrie, est-ce qu'ils sont davantage touchés par le chômage, est-ce que c'est réel en fait, est-ce que les perceptions finalement ont tendance à refléter la réalité. Un autre élément important en termes d'économie, et surtout quand on parle de politique publique et d'incitatifs pour des saines habitudes de consommation auprès de la population, on voit que pour l'endettement des ménages, autant pour la santé, on a vu que les perceptions se rapprochaient de la réalité, autant pour l'endettement des ménages, c'est complètement l'inverse. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, nous, depuis 2013, la proportion des Québécois qui considèrent un risque grand ou très grand pour l'endettement des ménages ne cesse d'augmenter. À l'inverse, le taux d'endettement des ménages réel ne cesse d'augmenter au Québec. Donc, on voit vraiment la perception diminue, pourtant le taux d'endettement augmente dans la réalité. Donc là, on voit vraiment l'importance de mieux sensibiliser les Québécois.
on se dit que finalement, il y a peut-être la mauvaise perception qu'ils ont probablement une tendance justement à ce qu'ils se surendettent parce qu'ils pensent que ce n'est pas un problème, on est en situation de plein emploi, l'économie va bien, on dépense plus, et donc le taux d'endettement a tendance à augmenter d'année en année au Québec, mais c'est réellement un problème. Le taux d'endettement atteint presque 170%, c'est quand même une proportion, un taux important. Au niveau de l'immigration, j'imagine que vous avez vu certains titres un peu contradictoires ce matin dans les médias. Nous, notre message est vraiment que selon nos données, finalement, les résultats du baromètre, 59% des Québécois sont favorables à l'immigration et 68% voient des bénéfices à l'immigration. On voit vraiment une ouverture de la part des Québécois favorables à l'immigration. Et par contre, effectivement, il y a des Québécois qui restent inquiets. Donc, quand on regarde par sous-catégories, par différentes caractéristiques sociodémographiques, on voit apparaître des différences. Donc, globalement, en fait, quand on parle d'inquiétude, c'est 48% des Québécois qui sont inquiets, qui font un risque grand ou très grand à l'immigration, donc à peu près moitié de la population. Mais quand on regarde par sous-catégorie, on a beaucoup plus, les femmes sont beaucoup plus inquiètes, les personnes de 55 ans et plus versus les moins de 35 ans, et les francophones. 50% des francophones contre 36% des anglophones et 31% des allophones. Donc, on voit clairement des distinctions dans la population en fonction de différentes catégories. Et un élément qui nous a aussi interpellés, où là, on peut supposer que c'est davantage des risques, il y a des inquiétudes relatives à la perte de leur emploi potentiel, c'est que les employés, les ouvriers et ceux qui ne travaillent pas sont plus nombreux que, par exemple, les travailleurs des sciences, les professionnels, à considérer l'immigration comme un risque grand ou très grand. Donc, ils se sentent probablement plus menacés de perdre leur emploi. Et on voit également une statistique intéressante aussi, c'est les gestionnaires propriétaires d'entreprises, 53% qui voient également un risque important à l'immigration. Et là, on peut penser que peut-être également, c'est la menace par rapport à leur emploi. Beaucoup d'immigrants ont tendance à être des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs. Donc, peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Un autre élément important, c'est le niveau de scolarité qui a tendance à influencer nos perceptions aussi sur l'immigration. Plus le niveau de scolarité augmente, plus la perception des risques pour l'immigration diminue. Si on regarde maintenant au niveau de l'environnement et des projets énergétiques, là, en fait, on a différents éléments. Donc, si on regarde exclusivement pour l'environnement, changement climatique, on voit que les pourcentages, on peut changer depuis 2016. Il y a 52% des Québécois qui considèrent un risque grand ou très grand pour les changements climatiques. On a amené aussi une question où on allait un peu plus loin. Je voulais savoir un petit peu en termes de connaissance des changements climatiques. Est-ce que les changements climatiques pour les Québécois, c'était encore pas prouvé scientifiquement, ou alors c'était prouvé scientifiquement, mais rien ne prouvait que les activités humaines en étaient la source, ou réellement les changements climatiques sont prouvés scientifiquement et en plus, c'est les activités humaines qui sont vraiment les vecteurs de ces changements. Et on voit que donc il y a quand même 71% des gens qui considèrent cette option-là. Mais il reste quand même 22% de climato-sceptiques au Québec. On était à 25% en 2015, donc il y a très peu de variations quand même. Donc il y a une certaine éducation encore à faire sur ces éléments-là, parce que c'est quand même encore même 17% qui pensent que oui, le changement climatique existe, mais ce n'est pas dû aux activités humaines. Par contre, il y en a quand même 7% qui n'ont aucune opinion sur le sujet, donc encore là, un besoin peut-être d'informer, de mieux communiquer sur la réalité des changements climatiques. Si on regarde maintenant au niveau des projets énergétiques, on en a beaucoup parlé dans les dernières années, un peu moins maintenant, quoique il y a des nouveaux règlements qui sont en train de se discuter en termes d'exploration pour du pétrole au niveau du Québec. On revient encore sur les deux grands projets d'énergie, exploration pour du gaz de schiste, exploration pour du pétrole. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que globalement, le niveau de risque perçu par rapport à ces deux enjeux-là a tendance à diminuer depuis 2016. Toutefois, quand on regarde en termes de bénéfices et d'acceptabilité sociale, parce que Nathalie l'a bien dit tout à l'heure, quand on parle d'acceptabilité sociale, c'est toujours la balance un peu entre notre niveau de risque perçu, les niveaux de bénéfices perçus et la confiance dans le gouvernement pour gérer ces enjeux-là. Puis ce mix-là fait en sorte qu'on est soit favorable, soit opposé. C'est vraiment des déterminants à notre acceptabilité sociale. Et ce qu'on remarque, c'est que le niveau de bénéfice perçu pour l'exploration pour du gaz de schiste a tendance à diminuer. Par contre, il a tendance à être en légère augmentation pour l'exploration pour du pétrole. Et on voit également que le pourcentage de Québécois opposés à l'exploration pour du pétrole a tendance à aussi diminuer, alors qu'il stagne en fait pour le gaz de schiste. Donc on voit quand même
les gens sont globalement opposés à ce type de projet-là énergétique, mais dans une moindre mesure pour le pétrole, et on constate une certaine amélioration des perceptions depuis 2016. Maintenant, les infrastructures de transport, ça reste également, c'est la troisième principale préoccupation des Québécois au niveau collectif, et ce depuis 2011. Et on avait constaté au fur et à mesure des années, en fait, une relative baisse. Et depuis 2016, en fait, on voit que par contre, le niveau de risque perçu a augmenté, le niveau de confiance dans la gestion par le gouvernement a beaucoup diminué. C'était 44% qui n'avaient pas confiance, pas du tout ou peu confiance dans le gouvernement pour la gestion. Ils sont maintenant 55%. Donc, on voit que globalement, le portrait en fait qu'ont les Québécois de l'état des infrastructures de transport est assez faible. Par contre, ce qu'on suppose en fait, c'est que c'est pas tant l'état des infrastructures qui est considéré ici, c'est davantage la somme des travaux, les entraves à la circulation, donc tout ce qui peut impacter directement et ce qui est visible pour la population. Puis ils font un parallèle. S'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'entraves, peut-être que l'état des infrastructures, il faut les réparer, et c'est pour ça qu'il y a des travaux. Donc on a, à notre avis, en fait, un amalgame qui est fait au niveau des répondants. Et d'ailleurs, on voit que justement, les perceptions sont vraiment différentes de la réalité parce que autant du côté de la Ville de Montréal ou des statistiques du ministère des Transports, le niveau de détérioration des infrastructures n'est pas du tout en baisse, en fait. Que ce soit au niveau de la Ville de Montréal, il y a vraiment une amélioration, et au niveau des statistiques du ministère des Transports, on avait, donc c'est toutes des données ouvertes, donc disponibles à la population, et justement, on voit peut-être qu'elles sont disponibles, mais pas suffisamment accessibles ou pas suffisamment diffusées. Parce que quand on regarde, donc on avait extrait ça, c'est des statistiques qui sont données par le ministère du Transport, c'est l'indice de conditions générales des infrastructures. Donc, en juin 2017 versus juin 2018. Et quand on regarde la proportion, en fait, des structures nécessitant des réparations ou des structures nécessitant un remplacement, on est quasiment dans les mêmes pourcentages, 18%, 3%, il n'y a aucune évolution entre 2017 et 2018. Par contre, là où on voit une évolution, puis ce qui peut aussi justement nous expliquer que c'est peut-être davantage les travaux ou les entraves qui font la différence, c'est qu'en 2017, on était avec 198 structures soumises à certaines restrictions, 6 structures fermées. En 2018, on est avec 47 structures fermées et 1600 structures soumises à certaines restrictions. Donc, on a vraiment ce reflet-là, finalement, qui se transparaît dans les perceptions des Québécois. Maintenant, je vais vous parler de mobilité durable. Donc, on est dans les infrastructures. Cette année, on a voulu. En fait, il y a toujours dans le baromètre, il est fait de deux sections. Un baromètre avec les questions classiques qu'on repose d'année en année pour pouvoir suivre l'évolution. Et on ajoute toujours chaque année 1 ou 2 ou 3 études de cas beaucoup plus spécifiques en fonction de l'actualité, en fonction des enjeux qui sont d'intérêt. Et là, on va un peu plus loin dans les questions, on amène des questions beaucoup plus détaillées. Donc, cette année, on en a fait un sur la mobilité durable des transports en commun, et on en a un sur l'intelligence artificielle, dont les résultats vont vous être présentés par Nathalie tout à l'heure. Alors, quand on regarde, en fait, on sait qu'il y a vraiment une évolution dans nos façons de voir nos déplacements. On est passé de la voiture personnelle à maintenant de l'autopartage, même du transport en commun. Donc, il y a vraiment, en fait, un transfert de façon, en tout cas dans nos façons de faire, dans nos comportements reliés à nos déplacements. Donc, on va voir un petit peu, on a posé des questions sur les choix de société des Québécois versus la mobilité durable. Est-ce qu'ils sont pour plus de voitures électriques ou en fonction de certains, de l'autopartage, des transports collectifs, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on considère maintenant juste la voiture personnelle, donc on reste dans notre première case, 86% des Québécois sont pour plus de véhicules électriques. Donc, c'est un chiffre très important. C'est vraiment, ils veulent aller vers l'électrification des transports. Alors, c'est positif. Il faut pas, après, il faut quand même considérer qu'il y a quand même des impacts reliés à l'utilisation d'un véhicule électrique, ou en tout cas, quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication jusqu'au recyclage, façon de parler des batteries des voitures électriques, c'est pas aussi vert qu'on l'imagine. Donc, il y a quand même de la sensibilisation à faire au niveau de la population à cet égard-là, parce que souvent, on imagine voiture électrique très environnementale, on est très vert, etc. Mais la réalité peut être quand même un petit peu différente.
D'ailleurs, les perceptions vont dans ce sens, dans ce sens-là. Justement, on a essayé de croiser en fait la perception des gens, la perception des causes des changements climatiques avec la proportion des gens qui étaient pour des voitures électriques. Et ce qu'on remarque, c'est que 91% des répondants qui considèrent que les changements climatiques sont une réalité causée par l'activité humaine sont pour plus de véhicules électriques, alors qu'ils sont 61% seulement pour ceux qui pensent que les changements climatiques ne sont pas prouvés scientifiquement. Donc, on voit là vraiment un aspect où les gens associent véhicules électriques à beaucoup plus vert, beaucoup plus environnemental. Maintenant, quand on parle de véhicules autonomes, on va un cran plus loin. Toujours dans la voiture personnelle, 37% des Québécois sont pour plus de véhicules autonomes. Alors, c'est sûr que quand on compare aux 86%, ça semble beaucoup plus faible. Toutefois, c'est quand même 37%. C'est beaucoup qui sont pour plus de véhicules autonomes. Et d'autant plus qu'en fait, notre enquête a eu lieu donc la première semaine d'avril. Et 2 semaines avant, il y avait eu 2 accidents mortels avec des voitures autonomes. Donc, on aurait pu supposer qu'il y aurait eu un impact plus important sur les perceptions des Québécois. Donc, un en Arizona, l'autre en Californie. Et ce qu'on remarque, par contre, c'est vraiment que ceux qui sont moins en faveur du véhicule autonome ont des craintes aussi par rapport à l'intelligence artificielle. C'est vraiment deux éléments qui sont très liés, puisque ceux qui ne sont pas pour plus de véhicules autonomes sont plus préoccupés par les risques liés aux nouvelles technologies, connaissent moins bien l'intelligence artificielle et sont beaucoup moins prêts à déléguer leurs tâches à une intelligence artificielle ou à un robot. Donc, il y a vraiment une concordance entre les deux, ce qu'on supposait, mais en tout cas, ça transparaît dans nos chiffres. Encore là, quand on regarde en termes de caractéristiques sociodémographiques, les proportions varient énormément. Quand on regarde au niveau des véhicules autonomes, on voit un peu l'archétype de l'homme jeune, célibataire, qui veut avoir un véhicule autonome, donc ils sont beaucoup plus nombreux. Pour les voitures électriques, on a aussi les hommes, 88%, beaucoup plus que les femmes, les jeunes, avec des enfants, avec un haut revenu, et plus le niveau de scolarité augmente, plus ils sont en faveur aussi des véhicules électriques. Alors, on va un peu plus loin maintenant, on se dit, les gens sont quand même relativement encore en faveur de la voiture personnelle. Est-ce qu'ils sont aussi en faveur de l'autopartage? Oui, dans une grande proportion, 72% des Québécois sont pour le développement de l'offre de type autopartage. On le voit, il y en a de plus en plus, l'offre est de plus en plus abondante, que ce soit surtout à Montréal. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté de la population d'aller vers ce type de solution pour limiter l'impact de l'utilisation de la voiture personnelle. Encore là, il y a des différences selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Les jeunes sont plus enclins à utiliser l'autopartage et les célibataires. Alors, on peut se dire, est-ce que le fait que les gens utilisent encore beaucoup leur voiture personnelle, ils sont favorables à l'autopartage, est-ce que ça peut se faire au détriment du transport en commun? On voit que clairement non, puisqu'il y a quand même encore énormément, plus de la majorité, en fait, la majorité de la population, 83% des Québécois qui sont pour le développement de grands projets de transport collectif. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on est pour l'autopartage qu'on va nécessairement être moins en faveur du transport collectif. Ce sont vraiment finalement des solutions qui peuvent être complémentaires et c'est ça qu'il faut retenir aussi comme point important. Encore là, bien entendu, il y a des différences selon les caractéristiques sociodémographiques. Bien entendu, les gens de la région de Montréal sont davantage en faveur du développement de grands projets de transport collectif plutôt que le Québec et les autres régions. Les moins de 35 ans, 86%. Et fait intéressant, par contre, il n'y a aucune différence selon le revenu. On aurait pu penser que le revenu allait influer en fait nos perceptions sur l'utilisation du transport en commun et en fait, non, pas du tout. Sans faire de politique, on a voulu quand même être assez exhaustif et regarder les perceptions des Québécois en fonction des différents projets à l'étude actuellement de grands projets de transport collectif, donc que ce soit le REM, la ligne rose, le tramway Québec, le grand déblocage pour le Grand Montréal. On voit que globalement, en fait, c'est vraiment très positif. Donc, au-delà de 70% des Québécois qui sont pour le développement de ces grands projets-là. Un peu moins en termes de proportion pour le grand déblocage pour le Grand Montréal, ce qui s'explique peut-être par, on en a beaucoup moins parlé que les autres projets. Donc, ça peut expliquer un peu ces pourcentages-là. Et ce qu'on remarque, c'est que les Québécois, en plus de vouloir du transport en commun, veulent même aller plus loin. Ils sont à 82% pour une tarification sociale du transport en commun. Qu'est-ce qu'on entend par tarification sociale? Ben, ça peut être une gratuité pour les aînés, des réductions pour les personnes à faible revenu, pour les étudiants, etc. Donc, on va vraiment un cran plus loin que juste l'utilisation du transport en commun à ce moment-là.
Toutefois, quand on regarde, donc, on voit que c'est globalement positif. Les gens veulent du transport en commun, ils sont pour la tarification sociale, mais qu'en est-il de leur propre comportement? Est-ce que leur comportement se traduit, en fait, tout le monde est pour la vertu, mais est-ce que dans les faits, leur perception, leur attrait pour le transport collectif se traduit dans leur comportement de déplacement? Et c'est ça qu'on a voulu tester. Si on leur demandait, en fait, lorsque c'est possible, j'utilise les transports actifs. Donc, transport actif, c'est la marche, le vélo, etc., plutôt que ma voiture. 43% des Québécois l'utilisent plutôt que la voiture lorsque c'est possible. Donc, un pourcentage assez élevé. Si on leur demande la même question, mais on leur pose la question plutôt que le transport actif, le transport collectif. Lorsque c'est possible, j'utilise les transports collectifs, les transports en commun plutôt que ma voiture, on tombe à 29%. Donc, c'est quand même un taux assez faible d'utilisation, en tout cas lorsque c'est possible. Et surtout, la différence quand on voit par rapport même au transport actif. Un point intéressant, par contre, on leur a posé la question, donc là, le 29%, c'est est-ce que vous utilisez lorsque c'est possible? Est-ce que vous l'utiliseriez si le transport était davantage adapté ou les services davantage adaptés à vos besoins? Là, on monte à 48%. Donc, on voit vraiment que finalement, il y a l'importance d'un système en transport en commun. Les gens veulent du transport en commun, mais il faut qu'il soit adapté à leur réalité, à leurs besoins. Donc, ça se constate clairement dans nos données. Et un élément intéressant, donc ça, c'était global, le 29-48. Si on va maintenant par région, on voit vraiment des choses intéressantes. Alors, la première chose, donc la première colonne, c'est les gens la première question. Donc, j'utilise les transports en commun plutôt que ma voiture lorsque c'est possible. C'est les gens qui sont d'accord. Et la deuxième colonne, j'utiliserai les transports en commun si l'offre était plus adaptée à mes besoins. Alors, clairement, ce qui ressort comme intéressant, c'est Montréal. On voit que pour Montréal, finalement, tout à l'heure, on se souvient du 29% qui utilisent, on est à 52% à Montréal. Donc, c'est vraiment, et c'est la région c'est le pourcentage le plus élevé. Donc, 52% des Québécois qui utilisent le transport en commun plutôt que leur voiture lorsque c'est possible. Et ça passe à 61% lorsqu'on leur demanderait s'ils utilisent, si le transport était adapté à leurs besoins. Donc, ce que ça nous dit, c'est que globalement, à Montréal, le transport en commun est très bien utilisé et qu'en plus, il a l'air sensiblement adapté aux besoins de la population puisque la différence entre les deux est beaucoup plus faible que dans le reste du Québec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde après par région, on voit que la proportion des gens qui utilisent le transport en commun actuellement semble même plus faible que la moyenne au Québec. 28% en Montérégie, 15% à Laval, 10% à Lanaudière, 16% dans les Laurentides, 34% dans la capitale nationale. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence qu'il y a avec le conditionnel. J'utiliserais si le transport était adapté à mes besoins, où là, on a une différence beaucoup plus importante que dans le reste du Québec. Ça veut dire que pour ces régions-là, Montérégie, Laval, Lanaudière, Laurentides, capitale nationale, il y a un potentiel de développement du transport collectif qui est beaucoup plus grand encore que même à Montréal, puisque la proportion des gens qui l'utiliseraient s'il était adapté à leurs besoins est beaucoup plus importante. Et un autre élément aussi intéressant, encore là, on a nos deux colonnes, j'utiliserai, et les différences en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques. Autant on voyait des différences significatives en fonction de certains répondants, que ce soit la langue, l'âge, la situation familiale, la scolarité, dans les utilisateurs actuels du transport en commun, autant quand on leur pose la question conditionnelle sur leur utilisation potentielle, il n'y a plus de différence significative. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça veut dire que finalement, le marché est beaucoup plus large même que ce qu'on aurait imaginé au départ, puisque tout le monde se retrouve avec à peu près le même pourcentage en termes de potentiel d'utilisation. Donc, on s'adresse vraiment encore à un plus large marché que le marché actuel. Alors maintenant, comment faire passer justement ces perceptions à des comportements et à des actions? Donc, on a demandé aux Québécois quels étaient les choix de société que le gouvernement devrait prioriser pour justement favoriser la mobilité durable. Alors, ce qui ressort comme premier élément, investir dans des grands projets de transport collectif à hauteur de 58%. Les deux suivants, investir dans l'électrification des transports, 43%, et également 43%, instaurer des mesures favorisant la flexibilité du travail, le télétravail, pour réduire les coûts sociaux associés au transport, et donc soit que les gens se déplacent à des horaires différents pour limiter la congestion. Favoriser l'autopartage et le covoiturage, on a des éléments aussi sur les péages routiers, sur l'augmentation des infrastructures piétonnes et cyclables. Donc on voit que les solutions sont assez variées. Toutefois, il reste que les projets de transport collectif sont quand même le premier choix que les Québécois demandent, en tout cas, prioriseraient pour favoriser la mobilité durable. Voilà, un dessin.
Et donc, juste pour finaliser en fait sur la mobilité durable, les grandes conclusions, c'est vraiment que les Québécois sont réellement en faveur du transport en commun. Et s'il était davantage adapté à leurs besoins, ils l'utiliseraient encore plus. Et ce qu'il faut voir, c'est vraiment la complémentarité des modes aussi. Ce n'est pas parce qu'on développe des solutions d'autopartage que ça va se faire au détriment du transport collectif. Donc, c'est vraiment voir la palette de solutions comme toutes des solutions possibles à l'augmentation de la mobilité durable. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous présenter l'intelligence artificielle. Alors, merci Ingrid, j'espère que ça va parce que là on vous donne tout ce qu'on peut là. Je veux dire, je pense que les informations, en fait, l'idée c'est de vous amener en tout cas tout ce qu'on peut, mais il y a beaucoup de choses encore plus dans le rapport si ça vous intéresse de le lire. L'idée c'est de vous amener des éléments qui peuvent être importants par rapport aux différents enjeux. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle et pourquoi l'intelligence artificielle et l'emploi, évidemment, vous le savez bien, c'est Montréal, le Québec en tout cas est devenu, on a beaucoup d'investissements qui sont faits justement en recherche, en intelligence artificielle, on a des laboratoires, on a des investissements d'entreprises, il y a vraiment toute une effervescence autour de l'intelligence artificielle et l'objectif évidemment parfois c'est que on commence à regarder les éléments au niveau, est-ce que ça va impacter l'emploi, les gens vont parler d'intelligence artificielle mais aussi de robotisation, donc l'idée c'était d'aller regarder, premièrement, est-ce que les gens savent de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'on l'a vu, en fait, on mélange souvent en fait, les termes, et aussi quelles sont leurs préoccupations, et aussi les opportunités, parce que, évidemment, le baromètre est là pour voir c'est quoi les perceptions, c'est quoi les préoccupations, mais c'est aussi comment on voit les bénéfices par rapport à tous ces changements. On vient de le voir avec le transport collectif, on l'a vu, évidemment, on va voir aussi avec l'emploi, ça peut amener des différences intéressantes. Alors, d'une façon générale, il y a seulement 10% des répondants qui nous ont dit ne pas du tout savoir ce qu'était l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, il y en a qui nous disent, je sais de quoi il s'agit, je pense savoir ce que c'est, je sais précisément, vous voyez, il y a quand même 46%, ils savent de quoi il s'agit précisément, donc c'est quand même un pourcentage de la population qui dit qu'ils savent. Et après, il y en a qui pensent savoir c'est quoi, mais on va voir qu'il y a quand même intérêt, évidemment, à encore mieux expliquer. Il y a de plus en plus d'initiatives aussi de parler au public, en fait, d'expliquer justement qu'est-ce que c'est que ces développements actuels. Mais il y a un niveau de connaissance, on ne partait pas, parce que souvent, quand on pose la question, l'une de nos préoccupations, évidemment, c'est le niveau de connaissance aussi par rapport, en fait, à l'enjeu dont on va traiter. Donc, on avait rappelé dans le questionnaire, finalement, que l'intelligence artificielle, c'était vraiment des choses, soit un programme informatique, un robot qui était capable de réfléchir, de penser au-delà de sa programmation. Puis, on donnait des exemples, véhicules autonomes, robots d'aide à la décision en médecine, appareils de domotique pour la maison, puis tout ce qui était relié à montre intelligente, l'Internet des objets, en fait, tout ce qu'on a par rapport à ça, et qui pouvait leur expliquer, finalement, s'ils ne savaient pas c'était quoi vraiment, là, d'avoir une idée, en fait, des applications possibles par rapport à ça. Donc, d'une façon générale, je vais revenir sur chaque point après, d'une façon générale, on voulait savoir finalement, est-ce qu'ils pensaient que ça allait leur faire perdre leur emploi, ça allait créer des emplois, modifier les tâches, amener à les inquiéter, est-ce que c'était vraiment quelque chose de positif pour la société ou au contraire quelque chose de négatif. Donc, au départ, en fait, on y est allé largement en disant, écoutez, parlez-nous de ça, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que des entreprises vont être modifiées par rapport à ça, plus performantes. On est allé très largement par rapport à ça. Donc, je vais revenir sur des points en particulier pour vous amener, pour voir finalement quelles sont les perceptions par rapport à ça. Donc, d'une façon générale, il y a 45% qui nous a dit se déclarer intéressés par l'intelligence artificielle. Donc, il y a un intérêt, ils pensent qu'il y a des choses qui peuvent être amenées positivement finalement par rapport aux développements qui sont en cours. Et parmi ceux qui sont inquiets, en fait, c'est 35% de la population. Et là aussi, c'est pareil parce qu'on posait la question à chaque fois pour vous-même versus pour le Québec en particulier, d'une façon générale, collectivement. Il y en a 35% qui étaient inquiets. Alors, c'est une proportion qui n'est pas négligeable. Il y a un tiers de la population qui s'inquiète quand même de ces développements-là. Et quand on regarde en fait les liens en fait avec les variables significatives qui expliquent quels sont les Québécois qui sont plus inquiets finalement que la moyenne, en fait, c'est surtout ceux qui ont un diplôme secondaire au maximum ou qui ont un revenu familial inférieur à 40 000. Donc, on va voir après que ça va certainement avoir ceux qui s'inquiètent par rapport à ça. C'est ceux qui vont voir peut-être une menace par rapport à la perte de leur emploi ou par rapport à la non-connaissance finalement de cette technologie qui a l'air développée et qui expliquerait finalement pourquoi il y a un niveau d'inquiétude quand même qui est d'un tiers de la population par rapport à ça. Après, on est allé regarder évidemment sur l'impact à la fois sur les entreprises, sur les tâches et sur l'emploi. Je vais revenir en fait sur ces statistiques de façon plus détaillée maintenant. Parce que l'idée, c'était de voir est-ce que vous pensez que ça va rendre les entreprises plus performantes, est-ce que ça va modifier les tâches des travailleurs, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui disent sur finalement le travail qui est pénible, qui est à risque, ça peut peut-être aider, on peut transformer le travail dans ce sens-là. Et on va voir finalement est-ce que les gens se sentent personnellement impactés par rapport à l'emploi. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est que
42% des Québécois sont plutôt tout à fait d'accord avec le fait que le développement de l'intelligence artificielle et toutes ces applications va rendre les entreprises plus performantes. Donc, on a quand même, en fait, une majorité de personnes qui pensent que vraiment, ça va pouvoir aider nos entreprises actuelles. Et dans ceux qui sont en accord, finalement, ben, c'est un petit peu, on le voit, en fait, c'est relié à la technologie, un petit peu ce qu'on avait vu avec sur les voitures autonomes. En fait, ça va être toujours les hommes, moins de 35 ans. Dans ce cas-là, c'est les grandes régions de Québec versus Montréal, en fait, et les francophones qui pensent qu'il y a plus d'accord avec le fait que ça va rendre les entreprises plus performantes. Donc, on essaie de regarder aussi ces éléments-là. Est-ce que c'est ceux qui sont justement des utilisateurs de la technologie, ceux qui vont l'intégrer dans leur pratique, qui ont l'impression que finalement, ou ceux qui sont des utilisateurs directement de ces éléments-là. Au niveau des secteurs qui vont être perçus comme bénéficier le plus du potentiel de l'IA, puis ça, c'est dans la perception aussi qu'ont les individus. Le premier, c'est la domotique, en fait. Vous voyez, la domotique, secteur manufacturier. On parle beaucoup d'industrie 4.0, on parle beaucoup de transformer. Le secteur manufacturier est un secteur très important au Québec. Et bien, en fait, finalement, c'est là qu'on voit, quand on parle de performance d'entreprise et de bénéfices, finalement, pour le développement, c'est ces deux secteurs-là pour lesquels on pense qu'il va y avoir vraiment un impact positif. Et il y a aussi le secteur médical, de plus en plus, avec justement, parce qu'on donne beaucoup d'applications au niveau de la santé, avec notamment augmenter au niveau notamment les diagnostics de cancer, beaucoup plus en amont, pour toute une série d'informations qui sont données par rapport à ça. Et donc, on voit finalement que ce soit les trois secteurs pour lesquels les Québécois voient en fait un potentiel de l'intelligence artificielle au niveau du Québec. On a regardé évidemment dans d'autres domaines, on voit qu'après c'est un peu plus varié, ça va dépendre évidemment. Donc on a les voitures autonomes, l'énergie, donc on le voit parce qu'on parle beaucoup aussi évidemment d'une meilleure utilisation de l'énergie avec une optimisation. Donc c'est quand même des secteurs qui sont quand même amenés encore plus. Et puis on voit les banques, assurances, c'est un petit peu plus faible en fait, le service client. Donc les trois qui sont reliés finalement au client avec quelque chose de directement personnel. C'est sûr que finalement en termes de grands secteurs, si on les rajoutait, c'est-à-dire les services, il y aurait quand même un pourcentage important aussi, en fait. C'est-à-dire, là, on les a séparés parce que nous, on voulait voir s'il y avait des différences entre banque, assurance, services. Mais finalement, les trois sont assez proches, donc on pourrait regarder. Le secteur des services va aussi bénéficier finalement de l'intelligence artificielle. Au niveau des tâches des travailleurs, donc en fait, d'une façon générale, puis là, vous allez le voir tout au long finalement des résultats, c'est que les Québécois ont un avis sur le marché du travail, sur le travail en général, mais qui est un petit peu différent par rapport à leur situation personnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 60% qui sont d'avis que l'intelligence artificielle va modifier les tâches de nombreux travailleurs et il y en a 53% qui pensent que ça va faire perdre l'emploi de nombreux travailleurs. Donc, quand on regarde ces premiers chiffres-là, on se dit il y a quand même une perception assez négative dans le sens où modifier les tâches, encore là, ça pourrait vouloir dire ça peut améliorer aussi les façons de faire, là, c'est pas juste le négatif, mais quand on regarde le 53%, c'est 50% qui pensent que ça va faire perdre leur emploi. Mais quand on regarde ces statistiques-là au niveau personnel, qu'on leur dit est-ce que vous pensez menacé dans la perte de votre emploi ou dans les changements, ce qu'on va regarder finalement, c'est qu'il n'y en a que 17% qui ont répondu qui pensaient que ça allait avoir un impact sur leur propre emploi. Donc, en fait, ils pensent que le marché du travail va se transformer, qu'il y a un changement, mais il y en a seulement 17% qui aujourd'hui pensent vraiment que ça va toucher leur propre travail et 26% pensent que ça va modifier directement leur tâche de travail. Donc là encore, en fait, on voit une différence entre, on pense qu'il y a des changements qui s'en viennent, mais finalement, les gens ne se sentent pas inquiets directement au niveau personnel. Lorsqu'on regarde évidemment les perceptions en fonction des caractéristiques, en fait, ceux qui vont ces fameux 17%, on est allé regarder un petit peu plus en détail pour voir finalement qui c'est qui se sent plus touché par l'essor de l'intelligence artificielle, notamment en termes d'emploi, de robotisation et tout ça. Puis là, ce qu'on voit, finalement, c'est surtout en fait les résidents de la région métropolitaine de Montréal, donc ceux qui sont plus à Montréal, plus les anglophones versus les francophones. Les ouvriers spécialisés travailleurs manuels, donc ceux qui pourraient peut-être avoir finalement des tâches routinières qui pourraient être transformées peut-être finalement par la transformation numérique, ceux qui ont des diplômes, donc les plus faiblement diplômés, et ceux dont le revenu familial est inférieur à 80 000 dans le foyer. Donc là, on commence à comprendre un petit peu mieux que ceux qui se sentent vraiment impactés, c'est ceux qui pensent finalement que la robotisation, la transformation numérique pourrait avoir un impact direct sur leur propre emploi, et ça touche finalement un certain nombre de personnes, et puis ceux de la région de Montréal peut-être voient plus cette transformation numérique aller plus rapidement.
Quand on leur a posé la question, finalement, il y avait évidemment la suppression des emplois, mais aussi on voyait qu'il y avait beaucoup de façons de se transformer. Donc les questions étaient voir est-ce qu'il y avait des solutions, des pistes d'action actuelles. Puis pour nous, c'était très important parce que le Cyrano travaille maintenant actuellement à essayer de regarder quels sont les impacts socio-économiques de la transformation numérique, l'intelligence artificielle. On a un partenariat de recherche avec le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, le MESI, et on essaie vraiment d'essayer d'identifier sur l'emploi, sur l'éducation, sur la dynamique, le développement économique, quels sont ces éléments-là. Et on trouvait que c'était intéressant parce que nos travaux commencent actuellement d'aller voir c'est quoi les solutions, les pistes d'action que les Québécois, en tout cas, apportaient finalement par rapport à ça. Donc, ce qui ressort en fait au départ, la première, c'est qu'on pense finalement que l'État doit venir en aide aux employés qui vont être licenciés à cause de ces technologies numériques. Donc, on pense que l'État doit jouer un rôle quelque part pour les employés, ceux qui vont vraiment perdre leurs emplois. Puis, si on voit, c'est dans notre 17%, ceux qui pensent qu'ils vont le perdre aussi, c'est ceux qui ont peur par rapport à ces éléments-là. Le deuxième élément qui est important, et les deux autres éléments sont un petit peu reliés, et on le voit tout à l'heure quand je vous parlais qu'il y a une augmentation de la perception du risque relié aux innovations technologiques, notamment, c'est veiller à la protection des données personnelles, en fait, tout ce qui est connecté. Donc ça, c'est un enjeu où on voyait tout à l'heure, c'est une priorité, en fait, qui est mise en avant par rapport aux Québécois, et aussi tout le développement de l'intelligence artificielle, notamment au niveau éthique. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que on le voit, nos chercheurs actuellement sont sensibilisés à ça. Il y a toute une série en fait d'initiatives actuellement justement pour le développement responsable qui se passe à Montréal finalement où on essaie justement d'avoir une déclaration pour le développement de l'intelligence artificielle responsable. On a des initiatives dans ce contexte-là puis on voit que finalement c'est vraiment une volonté d'aller avec. On sait que ça va rendre les entreprises performantes, on sait que ça peut avoir un impact, mais ces deux éléments-là, données personnelles, développement éthique, font partie des trois priorités. Donc, important pour nous de le positionner. Après, il y a d'autres éléments qui vont être liés justement, financer tout ce qui est la formation aux employés, essayer de voir comment on peut les informer davantage, soutenir les innovations. Au niveau, par exemple, de l'investissement en recherche, bon, ben, c'est juste 25%, mais il y a eu beaucoup d'investissements récents. Donc, en fait, les priorités sont pas sur le développement, finalement, de la recherche, mais plutôt maintenant que la recherche est là, que les investissements en recherche sont là, que les chercheurs, en fait, commencent à développer des applications. C'est plutôt l'encadrement autour de l'emploi et des données personnelles qui est important. Donc finalement, est-ce qu'on est prêt à faire face à ça dans le sens où on le voit, il y a des évolutions par rapport à ces éléments-là. Et donc, un point très, très important en fait, parce qu'il y a ceux qui ont compris que ça va changer leur tâche, il y a quoi qu'il se passe, il y a ceux qui pensent que ça va peut-être leur faire perdre leur emploi. Chiffre très important, 60% qui pensent qu'ils sont prêts à suivre une formation, sont prêts à s'adapter. D'accord? Donc, c'est un chiffre élevé. Ça veut dire qu'en fait, finalement, je veux dire, ils ne vont pas prendre ça comme une fatalité en se disant, ben, finalement, alors, on va aller voir quels sont ceux qui sont prêts à suivre cette formation-là aussi, parce qu'on va le voir, ceux qui sont très en crainte de perdre leur emploi, souvent ce sont des gens qui sont peu diplômés, qui ont des emplois évidemment employés manuels. Et eux, même la formation peut leur faire peur, c'est ça qu'on va voir, mais il y a quand même une grosse proportion de la population qui est prête à s'adapter à ces changements. Donc il y a vraiment un besoin de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, ou en tout cas la transformation numérique d'une façon plus globale, et de voir qu'en fait ils sont prêts aussi à s'adapter à ces changements-là. Donc, ceux qui sont prêts à suivre les formations et ceux qui sont prêts finalement à changer, donc par rapport à notre 60%, on a vu qu'il y a 67%, c'est plutôt les hommes, davantage que les femmes, ainsi que les moins de 54 ans. Donc là, on va voir qu'il y a ceux... Donc là, on peut comprendre et on le sait très bien que souvent, je me rappelle d'un exemple qui était donné au CHUM à un moment donné quand ils ont changé pour un hôpital beaucoup plus technologique, beaucoup plus moderne. Il y a une partie, en fait, des membres du personnel qui disaient, ben, moi, je suis à 2 ans de ma retraite, vous allez me faire changer toutes mes façons de faire, toute la technologie, tout ça. Ça peut faire peur à un moment donné à ces personnes-là. Donc, on comprend que l'âge est un facteur qui peut se remettre à se former. Je veux dire, ça peut être délicat. Donc, il va falloir trouver des moyens pour une partie de la population, justement, de s'adapter à former ces gens-là qui sont peut-être plus réticents, qui ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver. Donc ça, c'est un élément important. Ceux qui ont une scolarité plus élevée, évidemment, plus la scolarité augmente, plus on est prêt à suivre une formation. C'est sûr que les gens qui ont fait des études avec un diplôme universitaire ou tout ça, ben, sont beaucoup plus élevés que la moyenne, encore plus. Ceux qui ont un revenu familial moins de 40 000, ben, eux, ils ont plus peur, ils sont moins favorables à la formation des travailleurs manuels. Donc, on retrouve que finalement, même si on était positif sur le chiffre au départ de 60%, ceux qui ont peur, qui sont réticents et à se faire former, ben, c'est ceux qui pensent qu'ils vont perdre leur emploi aussi.
aussi. D'accord? Donc, il va falloir vraiment que le gouvernement et finalement que l'écosystème ici focalise beaucoup sur cette partie de la population qui risque de perdre son emploi ou qui risque d'avoir à se former de façon obligatoire et qui a l'air d'être un peu réticente et qui a l'air de pas trop être favorable finalement à changer ses façons de faire. Donc, c'est intéressant parce que ça va permettre finalement, dans les politiques notamment publiques, en fait, d'essayer de regarder comment on peut amener à la formation, mais aussi accompagner ces personnes-là. Donc, d'une façon générale, ce qu'on voit, en fait, c'est que, vous l'avez vu, au niveau de la solution par rapport à ces changements technologiques, c'est un enjeu majeur actuellement, il y a une collaboration. Donc, on voit bien que finalement, à la fois, on parle du gouvernement, qu'il faut qu'il soit en support, mais on voit aussi que les universités, la recherche est là parce que c'est comme ça, la formation est importante, les entreprises et ultimement, on a dit les Québécois. Donc, on voit bien qu'il y a une collaboration, on le voit aujourd'hui. L'État ne pourra pas résoudre tout encadré. On parle de données personnelles, par exemple, confidentielles. Ben, c'est sûr que les entreprises vont devoir trouver des moyens d'augmenter la confiance par rapport aux consommateurs ou en tout cas aux utilisateurs de leur technologie pour s'assurer que finalement les gens font confiance en ce qu'ils font. Donc, est-ce qu'il faut mettre un encadrement spécifique? Ça peut être une solution, mais on va voir qu'il va falloir modifier finalement les façons de faire pour s'assurer d'amener un niveau de confiance assez important. Donc, c'est encourageant justement parce qu'on a l'impression finalement, tu sais, on voit les bénéfices souvent entre le gouvernement qui doit encadrer les entreprises qui tirent les bénéfices. Là, on voit vraiment qu'il va y avoir une collaboration importante. Il y aura certainement des inégalités au niveau des travailleurs impactés. Il va falloir finalement, on voit clairement, c'est ces travailleurs-là qui sont le plus inquiets et qui ne sont pas prêts à se former. Donc, l'élément est très, très important. Donc, pour conclure finalement avec l'ensemble, après on va ouvrir aux questions si vous en avez. On le voit, en fait, on arrive avec un baromètre cette année qui fait le tour un petit peu des grandes priorités, finalement, des enjeux de société. C'est sûr qu'on s'imagine bien que, finalement, je l'ai dit au départ, on est proche des élections provinciales. Il y a des partis politiques qui sont en train de discuter des différents éléments. Le gouvernement en place fait un peu un bilan de ses actions. On le voit, en fait, la perception des Québécois semble aller, quand il y a des initiatives, ça semble aller dans le même sens au niveau de la perception, ça s'améliore, ça se détériore. Il y a quelques fois, on va voir, c'est pas le cas. Donc, d'une façon générale, on a quelques éléments de priorité qui sont là, on l'a vu, en fait, avec toujours la santé qui reste la première préoccupation, mais là aussi, même s'il y a un niveau de risque perçu qui continue d'augmenter pour certains cas, on a quand même, finalement, une amélioration par rapport aux éléments, avec les améliorations que ça vient. Un bilan globalement positif finalement pour l'éducation qui est en amélioration. C'est sûr que nous, on parle de l'accès aux études universitaires. Donc, il y a peut-être là aussi à faire attention parce qu'il y a l'accès au niveau il y a beaucoup de discussions en ce moment, puis on l'a vu cette année avec le Québec économique qui était, finalement, le thème était l'éducation. On a eu beaucoup de discussions autour de l'éducation au Cyrano, et même si les résultats sont globalement positifs, il y a place à amélioration là aussi sur certains éléments qui sont très, très importants. Quelque chose qui nous intéresse beaucoup au Cyrano, finalement, économie, immigration, parce qu'on a beaucoup de recherches qui sont en cours actuellement, notamment justement sur la littératie économique, comment les littératie financière. Donc, en fait, comment s'assurer que les Québécois ont une connaissance, finalement, de l'économie et on a parlé tout à l'heure du taux de chômage. C'est sûr que ça a l'air d'être quelque chose où, finalement, il y a le plein emploi, les gens ont l'air d'être au travail actuellement, et s'assurer, finalement, qu'ils comprennent bien. Et toujours l'enjeu où on avait une mauvaise perception par rapport, notamment, à l'endettement des ménages. Et ça fait partie aussi des initiatives qu'on peut avoir au Cyrano, justement, pour améliorer la connaissance. En fait, tout va bien, c'est pas pour ça qu'il faut encore plus dépenser, puis il faut comprendre que le taux d'endettement est vraiment ne fait qu'augmenter, qui est une préoccupation assez majeure. Et je pense que pour le gouvernement, ça fait partie aussi des éléments intéressants à identifier pour pouvoir avoir des actions plus spécialisées, plus spécifiques pour ces gens-là. Au niveau de l'immigration, beaucoup d'études qui se font au Cyrano justement sur l'intégration des immigrants. L'intégration des immigrants, on le voit, des problématiques justement surdiplômés dans des emplois moins qualifiés. Donc on le voit, il y a aussi cette réalité-là qui était très importante. Et aujourd'hui, on le voit aussi tout à l'heure, on parlait de l'intelligence artificielle. Je veux dire, on a un besoin criant d'emplois spécialisés, hautement spécialisés dans les technologies notamment. On le voit, je veux dire, il y a des offres d'emploi actuellement qui ne sont pas remplies. Donc quelque part, on voyait aussi cet élément-là parmi ceux qui savent qu'il manque des emplois dans ce sens-là, comme étant, on est assez favorable, on y voit des bénéfices. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui sont plus inquiètes, là encore, c'est ceux qui pensent que ça peut mettre peut-être à risque leur emploi ou d'autres éléments en termes de sécurité qui sont relus, qui sont ramenés parfois quand on parle des enjeux de l'immigration.
Ce qui est plus inquiétant quand même, en fait, en discussion, c'était par rapport à l'environnement. On l'a vu, ça reste quand même très mitigé. Je veux dire, au niveau de la population, 50%, c'est pas clair. Dans certains cas, on a des taux dans un sens ou dans l'autre. Au niveau de l'environnement, on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup d'adaptation au changement climatique. Donc, finalement, la conclusion qu'il n'y a pas de changement pour nous au niveau de la perception, c'est un 50% quand même. Donc, je veux dire, nos climato-sceptiques sont encore trop nombreux. Là, c'est 25%, je veux dire, c'est pas normal en fait. Quand on met ces chiffres aussi élevés, dans un contexte où on parle beaucoup de ces éléments-là. Donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est l'année de l'environnement et des changements climatiques. Je fais des petits messages en même temps au Cyrano. Cette année, ça va être la thématique de l'année. Je pense qu'on va essayer de voir comment on va pouvoir amener à donner, à transparaître finalement des données plus spécifiques par rapport à ces éléments-là, parce que je pense que c'est vraiment important de regarder, même en plus s'il y a des changements par rapport à ces éléments-là. Au niveau des infrastructures de transport, comme Ingrid l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être une réalité différente par rapport à la perception. Donc là, c'est plutôt aux autorités publiques, aux autorités municipales d'avoir une meilleure transparence finalement dans leurs actions, parce que on voit vraiment que quelque part, il y a peut-être une perception qui est là pour durer aussi. Donc, et puis, il y avait une amélioration qui est en train de diminuer. Donc, la première année, quand il y avait une amélioration, on s'était dit « Ah, c'est parce que la ville de Montréal et le ministère des Transports a mis sur son site, a rendu public, donc on le trouvait positif. » Puis finalement, on a l'impression que ça a disparu, en fait, cet engouement. Donc, je pense qu'il faut être encore plus actif dans la communication qui est faite au public. Au niveau des deux grands enjeux de cette année, en fait, on l'a vu, les résultats sont très intéressants. Bon, évidemment, dans le sens où le transport collectif, notamment, avec tous les projets qu'on a dans la grande région de Montréal, ou au Québec en particulier, ça montre que finalement, il y a un changement à avoir. Le prêt à changer leur comportement, on l'a vu, c'est pas encore complètement mitigé là aussi, il va falloir amener, mais c'est peut-être parce que les solutions ne sont pas adaptées. Donc là encore, il y a peut-être un moyen d'être plus proche des solutions ou d'optimiser un petit peu plus. Et puis enfin, donc la conclusion sur l'intelligence artificielle, donc la transformation numérique, la transformation technologique aujourd'hui, les protections des données personnelles doivent vraiment être une priorité finalement, parce que on l'a vu, tout le développement en fait de ces technologies sont basés sur un partage de données, des données qui sont finalement données de façon volontaire ou involontaire en fait. Donc on commence à avoir en fait une crainte en fait par rapport à ça, et il y a une attente. Et là, l'attente, comme j'ai dit tout à l'heure, elle vient, on se retourne vers le gouvernement. On a vu que c'est une solution qui doit être partagée, et ça va être très important finalement de réussir à diminuer les craintes. Donc, d'une façon générale, ces grands sujets ils sont tous une priorité. Si on nous demandait lesquels on placerait en premier, finalement, on le voit, ça fait partie de la société. Ça fait partie à un moment où on se pose des questions aujourd'hui. Puis je pense que ces grands sujets ont chacun, en fait, des éléments importants qui vont permettre, finalement, dans le contexte actuellement, comme je disais, des élections, de pouvoir discuter, débattre. Et toujours, nous, l'importance, évidemment, dans ce sens-là, c'était de montrer que parfois, la perception n'est pas le reflet de la réalité. Et quand on est dans un débat public, quand on est dans un débat politique, notamment dans des élections, c'est la plus grande préoccupation qu'on peut avoir, c'est le plus grand danger, parce qu'on peut vraiment avoir une polarisation des débats. On le voit, je veux dire, on le voit encore récemment avec les dernières élections, je veux dire, le populisme est en train d'augmenter. Il faut arriver à amener nos populations et nos gouvernements, ou en tout cas nos différents partis, à discuter basé sur des données réelles, sur des faits, et c'est pour ça que finalement, on va mettre beaucoup d'emphase en fait à faire circuler des vraies données, ce qu'on appelle des vraies données, des données probantes, et je pense que c'est un des rôles que se donne le Cyrano finalement en publiant ce type de résultats. C'est sûr que c'est pas un sondage qu'on fait une fois, je veux dire, c'est des données que nous avons depuis 2011, on suit les tendances, on voit que les populations sont toujours assez les mêmes, donc en fait finalement, on voit que c'est très important par rapport à ça. Alors évidemment maintenant, l'autre question qui est intéressante, en fait, si on veut actionner finalement, comment on fait pour donner ces vraies données-là en fait à notre population, par quelle source d'information ils s'informent? C'est comment on va faire, c'est quoi les canaux d'information où on pourrait jouer par rapport à ça? Ce qu'on a regardé, en fait, d'une façon générale, évidemment, la télévision et la radio restent celle qui est la source d'information la plus importante, en fait. Il y a une augmentation au niveau des sites Internet. Donc là, on le voit, avant, c'était vraiment la radio, télévision, puis après, on avait l'Internet et tout ça. Là, maintenant, on est quasiment aux mêmes proportions pour ces deux médias. Et c'est sûr que, alors vous allez me dire, les radios et la télé ont leur site web, on s'entend. Donc les gens ont transféré par rapport à ça. Ils n'écoutent pas le poste de télévision, là, ils sont sur Internet, donc c'est la même chose. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pas de regarder ceux qu'ils utilisent beaucoup ou pas beaucoup, c'est ceux qui ont dit pas du tout et un peu. En fait, on a une augmentation des gens qui n'utilisent rien.
En tout cas, pas du tout. Certains types de médias, pas du tout. Donc la question, finalement, c'est qu'il y a une baisse systématique des sources d'information par les Québécois. Donc là, on se pose la question, c'est dû à quoi? Est-ce que finalement, en fait, ils n'utilisent plus que ils ont mis les réseaux sociaux, puis c'est juste ça qu'ils utilisent, admettons. Ils ne vont pas s'informer ailleurs. On n'a pas la réponse par rapport à ça, mais c'était quand même flagrant de voir qu'il y a beaucoup de sources où ça en est tout augmenté. Tu sais, tu pouvais choisir plusieurs choses. Je m'informe un peu de certaines choses, mais le fait d'écrire pas du tout, en fait, était vraiment assez important. Et puis, l'autre élément important aussi, c'était de savoir, puis ça, c'est très positif finalement pour nous, c'était de voir qu'en fait, la population s'informe davantage en 2018 auprès des experts. Donc, en fait, on a un retour finalement à la source des données dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les chercheurs, les scientifiques, les médecins. En fait, on va les chercher auprès des scientifiques et auprès des chercheurs, finalement, les informations de ces données, les données réelles le plus possible. En fait, c'est une augmentation. Même si la première source d'information de la population, c'est encore la famille et les amis, c'est-à-dire qu'on va d'abord dans son cercle, si on se pose une question, si on est préoccupé par un enjeu, c'est la première façon de faire, en fait. Mais quand on va s'informer ailleurs, en fait, c'est surtout les experts indépendants qui ont pris la plus grande place par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, qu'il y a beaucoup de pas du tout, en fait, à côté de ça. Donc, ça veut dire quoi, là aussi? C'est qu'il y a certaines sources d'information qui ne sont même pas regardées, alors que, et ça va être quelque chose d'important aussi à travailler avec ces groupes-là, certains groupes en tout cas, s'il y a des messages à passer, il va falloir être plus actif, essayer de voir comment, donc soit ce sont les messages qui sont passés directement par les experts, soit par certains types d'élus, ou en tout cas au niveau du gouvernement, là, de voir comment ça peut jouer par rapport à ça. Alors, je vous remercie beaucoup. En fait, je pense que l'idée, c'était d'amener un éclairage en fait sur toutes les données que nous avons pu collecter. Comme je le dis, chaque année, en fait, c'est une première analyse de nos données. On offre, nous, à nos partenaires au Cyrano, la possibilité d'aller encore plus loin. S'il y a des enjeux en particulier qui vous intéressent, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, vous pourriez évidemment nous solliciter parce que, notamment, je veux dire, on a sorti les résultats qui étaient les plus significatifs pour comprendre certains résultats, mais dans certains cas, sur certains enjeux, on pourrait faire de l'analyse croisée, c'est d'expliquer par, je ne sais pas moi, si selon les sources d'information, est-ce que vous avez répondu à une question, des choses comme ça. Donc, on est capable, c'est vraiment une mine d'or, en fait, qu'on a ici, notamment parce que les données sont là depuis 2011, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont là depuis le début et pour lesquels, en fait, finalement, il pourrait y avoir un intérêt. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais ouvrir la parole s'il y a des questions en particulier, des résultats qui vous auraient surpris, qui auraient validé ce que vous pensez. On va rester, Ingrid et moi, un petit moment là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. La presse a beaucoup couvert en fait, le baromètre Cyrano ce matin, donc c'était intéressant de voir aussi la perception des journalistes. Ça, c'est un autre point qui va être intéressant pour nous, en fait, l'interprétation des résultats. On essaie d'être très objectif là, quand on présente les résultats, on essaie de comprendre des choses. Et donc, on voit évidemment, il y a l'idée aussi de la perception. Il y a des questions? Oui. L'élément que je trouve très encourageant, c'est faire les experts. Dans les analyses, c'est que les gens se détournent. C'est important de savoir cette confiance dans les experts. C'est solide. Ça, c'est un point qu'on pourrait regarder, en effet. C'est intéressant. Et c'était rassurant parce que c'était plutôt pas en baisse, mais en tout cas, on ne voyait pas d'évolution. Puis là, c'est le seul qui a augmenté, en tout cas. Oui. Bonjour, Marc-André Barin de la Société de la présentation. Question rapide, est-ce qu'il y avait sur le volet il y avait des questions sur des mesures coercitives pour favoriser le transfert modal, la limite du transport collectif. On a été jusque-là parce que c'est un enjeu également. On est pour la vertu, mais quand on commence à mettre des taxes kilométriques. On avait les taxes et les péages, on avait quelques éléments, tu peux te lever dessus, mais on avait quelques éléments en fait qui étaient là-dessus, mais qui n'ont pas été choisis en tout cas. Et disons, si vous allez sur le. Oh, c'est une question. Je pense peut-être moi.
Si vous allez sur le site web de Cyrano, puis même dans le rapport, en fait, mais surtout sur le site web, puis ça va être complété dans le prochain Québec économique où on va avoir une étude de cas, on va aller un peu plus en profondeur sur ça. On avait 2 questions justement sur la perception des gens sur les taxes éventuelles, donc des taxes sur les véhicules énergivores, des taxes sur les péages, des taxes sur les péages, des péages tout simplement. Et on leur demandait quels allaient être leurs comportements advenant que le gouvernement mette ça en place. Ça allait jusqu'à déménager. Donc, c'était quand même assez fort dans les réactions. Donc, mais ça, c'est disponible. En fait, si vous allez sur la présentation PowerPoint, sur le site web, juste sur la mobilité durable, vous allez avoir les résultats complets par rapport à ça. Mais oui, on l'a regardé un petit peu parce que c'est sûr qu'il faut des incitatifs pour changer des comportements certains. C'est sûr que les partis politiques et le gouvernement n'en sont pas présents dans cette année. Non. Nous, on veut amener le débat, donc ça peut être des enjeux pour lesquels il peut y avoir des discussions quand même. Ce qui me frappe, c'est la dernière diapo sur le fait que les gens, finalement, s'informent dans une telle proportion. La première réaction, c'est un petit peu inquiétant quand même si 17% c'est des scientifiques, nécessairement 17%. Mais finalement, ça veut dire que, pendant leur perception de tous les enjeux, et les diapos amis, famille, ça doit beaucoup être lié à ce qu'ils vivent personnellement dans la situation personnelle. C'est pour ça qu'il y a parfois des bonnes corrélations avec la vie. Les personnes ont plus été en médecine de famille, par exemple, dans le niveau de confiance augmente, mais sinon, ce n'est pas lié à ce qu'ils auront lu dans les médias ou sur les réseaux. Personnellement, parce que quelqu'un dans la famille, ça change un peu la façon de communiquer les politiques publiques. Finalement, les politiques publiques sont vraiment jugées sur des résultats très, très concrets, tangibles pour chaque citoyen individuellement. Ça change un petit peu. C'est une bonne réflexion, effectivement. Par rapport aux gens qui s'informent pas du tout, effectivement, c'est assez frappant. Je ne sais pas s'il y a une corrélation à faire avec le niveau d'éducation. Est-ce que, par rapport aux gens inquiets, ça va souvent avec le niveau d'éducation. Pourquoi avoir spécifié l'éducation au niveau de post-secondaire, au niveau universitaire? Parce que je pense que c'est l'ensemble du système d'éducation qui fait qu'on accède moins à l'université, qui fait qu'on s'informe moins, etc. Est-ce qu'il y a... En fait, la question était de savoir pourquoi on a précisé universitaire dans l'accès. Et en fait, c'est un enjeu. En fait, sachant que c'est un baromètre qu'on regarde depuis 2011, c'est un enjeu qui a été rajouté au moment où c'était la crise justement des frais de scolarité, des carrés rouges, etc. Donc, on avait précisé accès à l'éducation universitaire. L'éducation n'était pas un problème en termes d'accès. Les écoles sont là, donc à ce moment-là, l'enjeu était vraiment pour ceux qui n'allaient pas à l'université. Donc, c'est pour ça que c'était quand même des enjeux de société. Et vu qu'on veut l'évolution dans le temps, en fait, des fois, on est obligé de conserver l'intitulé de certains enjeux, même si on aimerait les changer parfois. Donc, peut-être que l'année prochaine, il faudrait ajouter un autre enjeu encore. Mais on est déjà à 47, donc ça commence à faire beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que c'est un point important, effectivement. C'est l'accès à l'université, c'est sûrement pas que financier non plus. C'est une ressource plus globale que ça, plus générale, qui va avec le désir, la capacité de s'informer, etc. Ouais. Je pense qu'il y a bien des politiques à qui ça servirait d'avoir ces données pour l'éducation. Moi, je veux vous féliciter parce que je trouve que c'est un travail remarquable. Je trouve que c'est une richesse exceptionnelle chez Cyrano d'avoir ce sujet-là. Mais moi aussi, je suis assez préoccupée par le fait que les gens ne s'informent pas vraiment, que quand ils s'informent, les sources d'information ne sont pas véritablement, souvent, en tout cas, basées sur eux. Beaucoup de perceptions, beaucoup de raccourcis. Les gens avec des grands titres. Et
moi, je pense qu'on a une réflexion à faire. Je veux qu'on réfléchisse sur comment on peut encore plus pousser la connaissance qu'on a acquise ici et à travers quelle source d'information. Sur la question des experts, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a un sondage qui est sorti sur la légitimité avec un classement de, que ce soit journalistes, politiques, bon, etc. Politique arrivant à la fin et les scientifiques, la recherche arrivant au début. Je trouve que c'est vraiment une opportunité pour les chercheurs, pour les centres de recherche, pour tous ceux qui sont des scientifiques, de réfléchir à comment on peut vulgariser et amener plus loin la connaissance. Il y a vraiment une opportunité. Et c'est inquiétant, effectivement. Au fond, les gens sont pris dans leur vie, les gens travaillent, ils ont leur famille. Je suis assez d'accord avec Peggy. Au fond, ils mesurent à l'aune des résultats, quelque part. Et voilà, peut-être pas profondément de ça, à part ceux qui, peut-être, ont accès à l'éducation, ils sont des malades d'information, comme on est probablement tous ici dans cette salle, mais on ne représente certainement pas la situation. Moi, je trouve que c'est encourageant pour nous, mais il faut aller beaucoup plus loin. Certains, je pense que ça fait partie aussi de notre mission. On a fait beaucoup de choses pour la littératie économique, en essayant de comprendre ça, mais je pense que le transfert d'informations sur différents sujets est important. Là, il va falloir qu'on joue, même au niveau de l'environnement, on parle de littératie numérique, on parle de littératie environnementale. Là, je pense que le niveau de connaissance des Québécois qui font partie du débat public est en train de diminuer, en fait. Exactement. Oui? En fait, j'ai une question, puis un petit commentaire. Merci. C'est très éclairant. Mais en fait, j'aimerais revenir un petit peu au niveau des données sur l'immigration. Je me demandais, au niveau de la perception, on parlait de la perception des bénéfices, est-ce que c'était associé à la dimension économique? La dimension du risque, ou quel type de risque était perçu? Parce que vous avez simplement spécifié la dimension du risque ou du bénéfice. J'aimerais savoir à quoi c'était, si vous avez l'information. La deuxième est au niveau du transport. C'est peut-être juste moi que vu le tableau, peut-être penser un petit peu rapidement. Vous avez fait la référence que les personnes avaient une perception de l'état des routes. Puis vous aviez repris les données du ministère du Transport. J'ai eu l'impression, parce que vous avez présenté comme dans les tableaux de droite, qui étaient ceux qui étaient présentement en rénovation et qui avaient un niveau d'accessibilité. Et vous avez fait la comparative au niveau absolu. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a eu une augmentation de 50%. Il y a quelque chose au niveau de juste l'édifice. Je ne suis pas sûr qu'il y ait... Oui, c'est pas l'état des infrastructures. En fait, la partie de droite du tableau, c'était sur les entraves actuellement. Mais la différence entre 2017 et 2018, dans les totaux, celui de gauche, je pense qu'on a une augmentation de 50 ou 60%. C'est ça, c'était l'indice d'accessibilité. Donc, ce n'est pas l'indice de détérioration des infrastructures. C'est pour ça que nous, on pense que les perceptions de la population sont basées plutôt sur la disponibilité des infrastructures plutôt que sur leur état. Parce que là, c'est vraiment l'indice d'accessibilité, c'est-à-dire les structures qui sont fermées, mais pas forcément parce qu'elles sont en mauvais état, c'est juste parce qu'il y a des travaux. Ou des structures soumises à certaines restrictions. Par exemple, on l'a vu depuis plusieurs week-ends, certaines entrées-sorties de route, le pont Champlain était fermé, etc. Donc, c'est ça qui rentre dans ces... Vous avez 9600, vous avez 5400. Donc, elles sont en proportion. Ah! C'est ça ma question. OK. Parce qu'en fait, c'est les structures... Est-ce qu'ils ont changé la façon de calculer? Ce qui fait en sorte que ça donne plus. C'est simplement une question non, vous avez raison, effectivement. C'est une bonne question. En fait, ouais. C'est plus un commentaire. Parce que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup plus de structures fermées, mais il y a beaucoup plus de structures en tout. Oui, effectivement. Ouais. Non, c'est un bon point. Et l'autre était sur la dimension de l'église. Oui. Mais là, on ne précise pas, en fait. La question, vraiment, c'est quel est le niveau de perception du risque relatif à un enjeu, sans donner, est-ce que c'est des risques économiques, des risques... En revanche, dans les bénéfices, quand on définit bénéfices, souvent, il y a bénéfices économiques, bénéfices sur... Donc, dans le cas des bénéfices, c'est plutôt relié, en fait, quand même, au volet économique.
revenir sur le niveau du travail, parce que le Québec, ça va très bien. Est-ce que ça va être spécialisé? Je sens que ça dépend de facteurs qui sont. Quelle mesure réduction des perceptions justement de façon de travail et mesure de perception face à l'entrepreneur? Ça, c'est des questions, en fait, on se les posait plusieurs fois, parce que ça revient beaucoup, et on n'a pas différencié par rapport à ces éléments-là. Aujourd'hui, on parle du chômage, c'est d'une façon générale, puis des solutions qui pourraient être apportées, mais je pense que, ça, en tout cas, le volet de l'entrepreneuriat pourrait faire partie, en fait, de questions plus spécifiques qu'on pourrait avoir, en fait, dans le futur, parce que on l'a pas séparé, nous, dans notre baromètre. Non, c'est ça. Mais je pense que l'année prochaine, on pourra ajouter une question plus spécifique, c'est ça, à l'entrepreneur. C'est ça, à l'entrepreneur. Comment? Dans vos données sur l'intelligence artificielle, quel pourcentage de la population n'était pas vraiment impliquée? Ça avait été bien avec le revenu de toute communauté. Et vous avez ensuite développé des données sur l'intérêt de se former par rapport à cette réalité. Parce qu'il est certain que ceux qui sont transformés, c'est ceux qui ne sont pas impliqués. Alors, est-ce que mais qui voient une transformation. En fait, l'idée, c'est que là, il faut regarder avec l'ensemble. Il y en a qui voient des bénéfices potentiels, qui voient une façon de s'améliorer dans la performance. Donc, l'idée, ce que ça veut dire que les gens sont conscients qu'il y a une transformation qui se fait. Ils ne sont pas inquiets au sens qu'ils ne vont pas perdre directement leur emploi, mais nous, c'est pour ça qu'on l'a interprété comme étant, ils font partie de la solution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inquiets parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se former, se mettre à niveau. En tout cas, c'est un élément qui est plus complexe que de dire, de cause à effet, là, dans ce contexte-là. Donc, c'est plus le fait d'une meilleure conscience. Exactement. C'est comme ça qu'on l'a interprété, nous, en fait, en disant, mais finalement, ils sont prêts à justement à se former parce qu'ils savent que c'est une évolution un petit peu normale, finalement, de leur emploi, par exemple. Si on était en présence de conscience comparable de l'enjeu, ceux qui ne sont pas menacés vont se former, et ceux qui ne sont pas, il y aurait un risque au niveau non, tout à fait. Et on le voit qu'il y a peut-être un risque quand même. C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse très attention. Sans aller au même niveau de détail, est-ce que les grandes préoccupations de la société québécoise, peut-être certains parallèles avec d'autres sociétés, c'est peut-être une comparaison poireuse, mais je suis curieux de voir si dans le Québec, est-ce qu'il y a des parallèles à... C'est sûr qu'on n'a pas de comparable, ça n'existe pas en fait. Donc, la seule chose qu'on peut aller regarder, nous, c'est quand il y a des niveaux de préoccupation plus élevés ou plus faibles, d'essayer de comprendre pourquoi. Et en essayant de comprendre pourquoi, on essaie de voir, par exemple, pour les changements climatiques, c'est plus documenté parce que, je veux dire, il y a une politique pan-canadienne, puis du coup, une politique canadienne, et du coup, on a des données, on pourrait dire, en Ontario, ils sont plus amènes à s'adapter ou pas. Je veux dire, admettons, là, mais ça reste toujours des données qui sont comparables globalement, en fait. On n'a pas de comparatif sur le niveau de perception ni sur la façon de modifier les choses, en fait. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, on pourrait faire un baromètre Cyrano dans toutes les provinces canadiennes. Ça pourrait être intéressant. On pourrait avoir des données, là, en tout cas, sur avoir 1000 personnes dans chacune des provinces. Là, je veux dire, ça pourrait être fait parce que finalement, le questionnaire existe. En fait, on pourrait regarder ça. Mais c'est sûr que donc nous, on va le chercher, même ailleurs. On est allé regarder. La France a un baromètre, en fait, mais plus axé sur vraiment les risques technologiques et tout ça. Donc, on a quelques comparables par rapport à ces éléments-là, notamment dans le développement d'intelligence artificielle. Ils sont très avancés aussi. Ils ont déjà fait des enquêtes auprès de la population et tout ça. Et on est à peu près au niveau des mêmes perceptions, au niveau des mêmes préoccupations, on va dire. Donc, on n'est pas plus ou moins là, c'est assez proche finalement. Donc, les enjeux qui sont plus importants ailleurs, dans ce qu'on a vu par rapport à nous, c'est tout ce qui est lié à la sécurité et au terrorisme. En fait, ça, c'est pas des risques qui ressortent chez nous, mais dans les autres pays, c'est souvent ça qui est mis en avant. Donc, c'est la seule différence qu'on peut dire. Ça et la santé, en fait. La santé qui prime ici, qui ne prime pas ailleurs. Non, c'est ça. Donc, c'est les deux différences, en fait.
Bonne question. En Ontario, c'est plutôt quand on faisait même des présentations en Europe où là, en fait, il y a une incompréhension même des résultats ici. En fait, je veux dire, ils hallucinent en voyant les statistiques. Mais on n'a pas vu d'autres études qui sont faites en Ontario au niveau de la santé. On pourrait aller creuser. Moi, la question de la santé est si préoccupante pour la population. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans le service de santé. Quand on vieillit, on va plus souvent voir les médecins à l'hôpital. Mais moi, à chaque fois que je suis allé, ça fait je pense que c'est toujours pareil, en fait, hein, c'est les indicateurs ou c'est certains niveaux. Je veux dire, le taux d'accès 70%, à partir du moment où il y a une personne qui n'a pas accès à un médecin, puis on l'a vu tout à l'heure, s'ils commencent à en parler autour d'eux, les gens vont dire comment ça, tu n'as pas accès à un médecin. Je veux dire, donc, on est dans le contexte, en fait, qui fait que même une fois qu'on est rentré dans le système, peut-être un bon système, mais là, on est sur deux éléments qui sont les deux points d'entrée dans le système, les urgences ou un médecin de famille. Et ça, c'est très visible, en fait. Et c'est la première ligne. Et je pense que c'est ce qui est le plus frappant, en fait, pour les populations. Donc, c'est pour ça que ça c'est peut-être amplifié aussi l'enjeu, là. Mais c'est par rapport aux indicateurs que l'on a et qui sont modifiés. Je veux dire, alors que là encore, on l'a vu plusieurs fois, on avait travaillé à un moment donné, on a fait une présentation spécifique en fait sur la santé et on est allé chercher notamment le taux d'occupation dans les urgences, puis la façon dont les gens se répartissent. Et notamment, on a vu qu'il y avait une bonne partie, je pense que c'était plus de 50% des gens qui allaient à l'urgence alors qu'ils ne devraient pas aller à l'urgence. Et donc, il y a aussi cette façon-là de voir, c'est-à-dire que parfois, on a des taux d'attente dans les urgences très élevés, mais il y a une partie de la population qui n'a rien à faire à l'urgence, qui aurait peut-être appelé Info Santé, qui aurait peut-être vu un médecin en dehors, qui n'avait pas le niveau d'urgence d'aller à l'hôpital, en fait, directement. Donc, il y a aussi cet aspect-là, quand on parle d'éducation, c'est à différents niveaux. Donc, il y a la perception qui ressort, mais dans les comportements, là aussi, c'était différent. Et même par région, en fait, les perceptions sont très différentes de la réalité. On ne les a pas présentées, mais il y a des stats, justement, comme disait Nathalie, sur le taux d'occupation des urgences, le taux d'accès à un médecin de famille par région. Puis on voit que finalement, il n'y a aucune concordance entre les régions qui voient un risque le plus élevé sont les meilleures régions en termes d'accès à un médecin de famille et d'engorgement dans les urgences qui est très faible. Puis à l'inverse, il n'y a vraiment aucun lien entre les deux finalement. Donc ça, c'est assez frappant. C'est que des perceptions là, vraiment. Ouais, c'est vraiment basé sur des perceptions. Il n'y a aucune région pour lesquelles il y a une concordance. Mais il suffit que vous connaissiez une personne qui n'a pas accès à un médecin, vous êtes dans un petit village, je ne sais pas, au Québec, c'est oh wow, le système de santé est déficient complètement. Donc on est vraiment là encore. Et ça, c'est ça, quand on disait c'est préoccupant, c'est parce que dans ce contexte-là, c'est ces gens-là qui vont voter, c'est ces gens-là qui évaluent les politiques, c'est ces gens-là qui évaluent les autorités publiques et dans leur gestion. Et on le voit, hein, la confiance a un peu augmenté pour certains, mais ça reste quand même assez faible. Donc, même si ça évolue, on ne reconnaît pas qu'il y a une évolution tout le temps, en fait. Donc, il y a une extrapolation aussi, comme le mentionnait Nathalie. C'est vraiment la première ligne, puis ça transparaît après sur le système de santé globalement, alors que finalement, comme vous le dites, c'est pas forcément, le système n'est pas mauvais. Mais c'est important quand même de dire que c'est que 70% qui a accès à un médecin de famille. Donc, ce chiffre-là arrête toute discussion finalement après sur les autres côtés positifs. En fait, c'est le premier chiffre qu'on amène et qu'on voit là. Donc, on va pouvoir comprendre. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et puis, tout est disponible sur le site web.